Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par le Corevi PACA West Corse. C'est le deuxième webinaire qui a pour sujet le chemsex, et plus précisément aujourd'hui les produits, les outils de réduction des risques et l'analyse. Moi, je suis Vincent Castellas, je suis éducateur spécialisé au XAPA de la Villa Floréal à Aix-en-Provence. XAPA qui est en charge de l'accompagnement d'un nombre important de chemsexeurs sur Marseille, mais c'est pas le seul endroit où les chemsexeurs se rendent. Moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être le modérateur de ce temps de présentation. Pour intervenir sur ce sujet, nous avons la chance d'écouter et de voir, si tout va bien, Romain Giraud, chargé de prévention pour le bus 3132, ainsi que Victor Martin, responsable pôle ressources du bus 3132. Je rappelle que ces webinaires sont proposés par le groupe de travail Chemsex du Corevi, groupe de travail dont les participants sont des acteurs et actrices de terrain, des chercheurs, des soignants de différentes structures, des associations et des militants, notamment vers Marseille sans sida et sans hépatite. Ce webinaire, si j'ai bien compris, sera en trois parties, entrecoupées de temps de questions et réponses. Euh, alors, parfois complexe, parfois fantasmé ou simplement méconnu, le monde des produits psychoactifs ne devrait plus avoir de secret pour nous après cette pause déjeuner. Et je donne donc la parole à Romain et Victor. Bonjour tout le monde. On va commencer à faire un petit partage d'écran avec notre petite présentation. Je vais fermer ça. On va attendre. Euh, tac. Attends. Ouais, mais je voudrais le mettre en plein écran, mais je ne sais pas comment on fait. Et merde. Attends, j'ai pas mis OK. Vous voyez mon écran là? Oui, oui, on le voit, oui. On t'entend D'accord. dire des gros mots aussi. Pardon. Ah, là, attends, il y a eu un bug. Hop, vas-y, fais-le. Excusez-nous, on arrive. Mais ouais, c'est pas. Petit problème technique, désolé. On voudrait bien vous le mettre. Enfin, tout à l'heure, ça marchait, là, ça marche plus. Non. Alors, on est un peu désolé. Hop, réduire. Mais c'est en temps aperçu, en fait. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, du coup, voilà, on va commencer un petit peu. Donc, aujourd'hui, vous avez compris le sujet. On est là pour vous présenter un peu le sujet plutôt orienté produit. Donc, le Bus 3132, c'est une association qui regroupe différents pôles d'activité qui travaillent auprès d'un nombre de publics large, hein. Donc, on a un pôle d'activité qui est basé sur un sapin, un CARUD, un projet de dépistage des hépatites virales notamment, qui travaille plutôt auprès de publics en situation de grande précarité. Et on a un pôle festif qui est lui plus orienté vers le public festif. Et donc, on a un peu entre les deux aussi des projets qui sont comme l'analyse de drogue, qui sont orientés du côté du pôle ressources. Et du coup, on a accès à une différente variété de publics. Donc, pour faire l'introduction, je voulais un peu vous parler de la logique du chemsex en la reliant directement à des questions de pratique et fortement liées à l'extension d'usage du numérique. Parce qu'effectivement, c'est à la fois la question d'être le vecteur des rencontres, mais aussi la question, comme vous pouvez voir sur cette slide, d'être la zone d'approvisionnement des produits. Et du coup, nous, on s'est dit que vu que c'était les moyens privilégiés pour accéder à des rencontres, à des produits en quantité, que ça serait également un bon moyen potentiellement pour informer ces publics qui sont déjà très rattachés à leur téléphone et à des pratiques numériques pour tous les autres pans, on va dire, de leur pratique chemsex. Et du coup, on a pensé une réponse numérique et on gère via un projet qui est plutôt dématérialisé, pas mal d'entretiens avec des chemsexeurs qu'on peut aussi voir en physique quand ils sont on va dire, calé sur la localité, quoi, parce que sinon, ce projet est un peu au niveau national. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu des produits de prédilection. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais effectivement, pour les produits un peu privilégiés dans les contextes chemsex, c'est plutôt des produits pour lesquels on s'approvisionne sur Internet plutôt qu'ailleurs.
Donc, quelles sont les substances utilisées? Il y en a une large variété, hein. On va rentrer un petit peu dans les détails des différentes catégories au fur et à mesure de la présentation. Mais globalement, du coup, ce qui est utilisé, c'est plutôt des stimulants, très souvent en combinaison avec des dépresseurs. Après, il peut y avoir des personnes qui consomment bien sûr des stimulants seuls ou des dépresseurs seuls, mais très souvent, les personnes font des mélanges. Donc, les stimulants, c'est des substances qui excitent le système nerveux central et les dépresseurs, à l'inverse, vont plutôt entraîner du calme, de l'apaisement, voire de la désinhibition. Donc voilà, donc ces substances-là, elles peuvent entraîner des risques bien sûr aigus et des risques aussi à long terme, avec des risques psychiques, des risques de dépendance, des dommages physiques éventuellement selon les modes de consommation. On va rentrer aussi plus dans les détails de ces éléments-là. Donc un peu les produits emblématiques qu'on a décidé de positionner en premier sur les contextes chemsex, c'est les catinones de synthèse. Donc les catinones de synthèse, c'est des substances donc, stimulantes qui sont des dérivés du cat, donc, qui est une substance naturelle qui est beaucoup utilisée dans certains pays d'Afrique en usage traditionnel. Et donc, des chimistes sont partis de cette composition-là au niveau moléculaire et on a créé tout un tas de nombres de dérivés. Et du coup, il y en a une cinquantaine, voire plus en fonction des périodes, hein. C'est des produits où il y en a très régulièrement des nouveaux qui apparaissent sur le marché, qu'on trouve sous la forme de cristaux ou de poudre. Et du coup, parmi cette variété de molécules, on va dire, qui sont rattachées à la famille des catinones de synthèse, il y en a quelques-unes qui sont plus fixées au niveau du marché, qui sont privilégiées dans les usages chemsex. Donc, le problème de cette catégorie de stimulants, c'est qu'on va avoir quand même des produits qui peuvent être assez différents. Donc, on peut avoir des produits qui sont des stimulants très forts, donc qui vont stimuler très intensivement le système dopaminergique et avoir des effets stimulants très puissants, très rapides, très importants, qui vont entraîner du coup une perte de l'appétit et une perte du sommeil pour des périodes prolongées, qui peuvent aussi avoir des redescentes très fortes et envoyer beaucoup de cravings. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, des substances qui peuvent se doser quand même assez bas en termes de... C'est des substances qui sont très potentes, quoi, hein, qui sont très puissantes avec des doses actives à faible dose, quoi. Et on va retrouver des substances qui sont plus pathogènes de l'autre côté, qui peuvent être plus, du coup, en termes de logique, qui ressemblent plus à de la MDMA en termes de profil d'effet, donc qui vont avoir aussi un effet stimulant, mais qui vont aussi exacerber les sens du toucher, provoquer une euphorie, de l'empathie pour les autres, hein, un sentiment d'amour. Du coup, c'est des substances qui stimulent plus le système sérotoninergique, mais qui stimulent aussi le système dopaminergique, mais plus faiblement. Du coup, là-dessus, on a, par exemple, pour les citer, on a la 3-MMC, la 4-MMC, la 2-MC, donc qui sont des substances qui sont très proches, avec des effets, comme je le disais, assez proches de la MDMA, et qui, comme vous pouvez le constater, sont de doses quand même à des doses bien plus élevées. Ce qui pose le problème que des fois, il y a des molécules qui peuvent être vendues pour d'autres et entraîner des risques spécifiques liés à la composition des produits, mais on y reviendra plus tard. Donc, on retrouve aussi en contexte chemsex, mais on va dire moins, enfin, c'est quand même fréquent, mais c'est moins la majorité des consommations parce que c'est des substances qui sont plus difficiles d'accès quand même, mais qu'on peut se procurer sur Internet. Donc, la méthamphétamine, donc, qui est une substance stimulante très forte, mais par contre qui a un prix relativement prohibitif et qui est dur d'approvisionnement. Donc, cette substance-là, comme certaines des catinones qui pouvaient être un peu apparentées à la méthamphétamine, sont des stimulants quand même qui sont très puissants, du coup, qui vont souvent entraîner de ne pas dormir pendant 24, 48, 72 heures et qui sont marqués par un fort craving. En général, la méthamphétamine, elle est plutôt utilisée en fumée, mais elle peut être aussi utilisée par d'autres moyens de consommation. Et du coup, ça peut amener à faire de nombreuses prises au cours de la soirée. Et du coup, sur des sessions prolongées, ça peut vraiment entraîner parfois de ne pas dormir pendant jusqu'à 4, 5 jours. Et donc, vraiment, on va dire solliciter forcément le corps et un peu pousser les physiques dans leur retranchement, quoi. Les stimulants purs ont des redescentes assez fortes qui sont plutôt quand même marquées par des potentiels passages à l'acte sur les redescentes, quoi, parce que là, c'est trop dur à surmonter. Les gens reportent souvent des envies de mourir en redescente et en tout cas des difficultés à passer ce moment-là sans immense difficulté, quoi. C'est souvent des périodes de crise. Les empathogènes aussi représentent certaines caractéristiques de redescente, mais qui peuvent être quand même un petit peu moins intenses et un peu différentes dans leur manifestation, quoi, qui vont être plus sur le côté des difficultés, plutôt en ambiance déprimée, alors qu'on va être plus sur potentiellement de la parano et des envies de mourir sur les stimulants plus purs, on va dire.
Donc ensuite, on retrouve aussi la cocaïne. Donc bon, ça, c'est un stimulant qui est facilement accessible, qui a un coût bien plus élevé que les catinones de synthèse, donc il peut être utilisé de diverses façons. Ça, je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on connaît un peu plus facilement, on va dire, la cocaïne, quoi. Donc elle est généralement signifiée dans ces contextes-là, mais plus rarement injectée, ça arrive aussi. Voilà pour la cocaïne. Donc, concernant les risques liés à la consommation de stimulants, bien sûr, bon, risque de surdose, hein, ça existe avec tous les produits, quoi. Donc, là-dessus, ça peut être juste un moment très désagréable avec vraiment une accélération du rythme cardiaque ou les reporter l'impression d'avoir le cœur qui va sortir de la poitrine, une pression artérielle très élevée. Donc, si on arrive sur le stade un peu haut de la surdose, qui peut se traduire dans un premier temps par un peu une crise de panique, on peut arriver jusqu'à des convulsions, une hyperthermie avec une transpiration, des atteintes plus au niveau, ouais, des incohérences de la confusion et potentiellement des overdoses avec décès par arrêt cardiaque, hein, ou AVC. Ça, c'est ce qui peut arriver vraiment sur des grosses sessions, plus particulièrement quand il y a des produits qui ont été mélangés. Mais du coup, ça peut vraiment entraîner des problèmes cardiaques aigus, quoi. Particulièrement chez les personnes qui ont des antécédents, quoi. Et puis sur les populations concernées, les personnes ne savent pas forcément les droits de leurs antécédents. Donc c'est vrai que selon les paramètres individuels, ça peut grandement jouer sur la nature des problèmes cardiovasculaires. Donc bien sûr aussi au niveau du système cardio-respiratoire, ça va aussi pouvoir entraîner des insuffisances respiratoires, des difficultés respiratoires. Au début, une très forte augmentation de la fréquence respiratoire qui se traduit un peu l'emballement. Et puis ça peut arriver, même si c'est plus rare, qu'il y ait effectivement des problèmes respiratoires. Et après, en termes comportementaux, ça augmente effectivement l'impulsivité, la désinhibition, le risque aussi accru d'avoir une trop forte confiance en soi ou en la situation qui peut faire qu'on évalue mal les situations à risque, et aussi des sentiments de puissance qui peuvent entraîner oui, des rapports sexuellement protégés, des participations à des activités qui soient plus dangereuses ou d'avoir on va dire des pratiques différentes que ce qu'on aurait pu avoir en étant sobre. Du coup, ça favorise vraiment aussi cette désinhibition et cette impulsivité et potentiellement de passer des caps, on va dire, et de changer, on va dire, d'état qui permet aussi de franchir des pratiques qu'on n'aurait pas forcément estimées à la base. Donc, il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques aigus, hein, qui se traduisent en général par des épisodes paranoïaques, des formes d'agitation. Sur des sessions prolongées, où il y a aussi le manque de sommeil qui vient s'ajouter à ça, il peut y avoir des hallucinations. C'est des hallucinations qui sont propres au STIM, avec souvent un peu un lien entre les hallucinations et la crise paranoïaque, quoi, avec l'impression potentiellement d'être suivi, observé. Du coup, des formes vraiment qui peuvent être très, on va dire, difficiles à vivre pour les personnes, hein, et qui aussi peuvent représenter des risques physiques, hein, parce que quand on croit être poursuivi, par exemple, ou observé, épié, ça peut favoriser effectivement aussi les passages à l'acte suicidaire ou de prendre des risques physiques importants pour s'échapper d'une situation, euh, s'échapper d'une situation de crise dans laquelle on a quand même des hallucinations, quoi. Donc, bien sûr, l'épuisement physique et mental, hein, donc ça arrive toujours à un temps, quoi. Surtout sur les sessions prolongées ou quand il n'y a pas assez de pause entre les sessions. C'est des produits qui fatiguent énormément, hein, donc rester éveillé 24 à 48 heures, voire plus, avec ces stimulants, ça pose aussi des besoins de période de récupération au moins aussi conséquent, et que l'usage régulier peut aussi créer un peu cette condition d'épuisement, on va dire, constant, relativement constant, qui favorise aussi le fait de reprendre des stimulants dans d'autres contextes pour pouvoir en fait ne plus ressentir cette fatigue. Mais aussi, bien sûr, des risques classiques, hein, de déshydratation et d'hyperthermie, hein, avec l'élévation de la température corporelle, tout ce qui va être aussi une transpiration un peu abondante, plus potentiellement des contextes où on a tendance à pas forcément s'hydrater. Donc ces phénomènes-là se cumulent. Et c'est vrai, un petit warning pour les environnements chauds dans ces cas-là, parce que c'est vrai que l'utiliser par exemple en sauna ou en soirée, dans des lieux confinés, avec beaucoup de personnes dans la même pièce, c'est des choses qui vont accentuer forcément ces effets. Et la question de la dépendance et de la tolérance, bon, ça on va retrouver un peu avec tous les produits, mais ça peut s'installer assez rapidement avec les stimulants, même au cours de la soirée. Le besoin d'augmenter les doses pour récupérer le même effet fait qu'on peut quand même amener à avoir une utilisation répétée, une tolérance plus forte, et du coup d'augmenter les doses, et ainsi augmenter tous les risques qu'on a cités précédemment. Et
progressivement, comme j'expliquais tout à l'heure, potentiellement se mettre aussi à l'utiliser dans d'autres contextes que des contextes chemsex ou des contextes festifs, mais commencer à l'utiliser plutôt dans des contextes quotidiens pour être en capacité de retourner au travail, de se remettre un peu dans les conditions de la semaine. D'autant que le prix n'est pas très élevé. Ouais, particulièrement, comme le disait Romain, ouais, sur le prix pas très élevé, c'est quand même assez incitatif. On y reviendra plus tard aussi, il y a une question potentiellement de gestion des stocks qui peut être assez particulière quand on commande des produits sur Internet en grande quantité. Toutes ces choses-là majorent les risques. Merci Victor. Alors là, on va passer par, donc on a parlé des stimulants, en particulier des catinones. Le deuxième produit qu'on va retrouver essentiellement, c'est le GHB ou plutôt le GBL. Pardon, souvent on appelle simplement G. Alors, je vais commencer pour ce chapitre-là à donner une petite alerte sur le G. C'est un peu la drogue qu'on pense connaître, alors qu'en fait, pas tellement. Souvent, on a tendance à qualifier le G de drogue du viol ou drogue du violeur. C'est une très mauvaise interprétation de ce qu'est ce produit-là. Ce qui est en termes de chiffres, il faut savoir que dans les cas de soumission chimique, dans 95% des cas, il s'agit d'autres substances que le G. Enfin, dans 95% des cas, c'est l'alcool. Le G ne représente que moins de 1% des cas de soumission chimique recensés. Voilà, donc pourquoi je dis que c'est important de dire ça, c'est que souvent, le problème qu'on va avoir avec le G, il va y en avoir plusieurs, mais un des premiers qu'on va voir, c'est le fait de stigmatiser un produit, c'est stigmatiser aussi ses usagers. Donc les personnes qui consomment cette substance-là, qui vont avoir des problèmes notamment d'addiction, on va en revenir, vont vraiment tarder à en parler autour d'elles, demander de l'aide, et donc du coup, ça va faire que les personnes vont avoir beaucoup de travail pour pouvoir récupérer et se remettre des problèmes liés à la consommation de G. Donc, le G, gamma, je ne vais pas le dire, c'est trop compliqué, GHB. Alors, pourquoi on dit GBL? Le GHB, à la base, c'est un produit pharmaceutique qu'on retrouve encore très rarement en médecine en anesthésie. GBL, c'est un produit industriel qui est beaucoup plus facile d'accès, qui est un décapant pour peinture et jantes de voiture. Autant le GHB peut être injecté, mais surtout pas le GBL, qui est un solvant particulièrement caustique. Donc, en fait, c'est un précurseur du GHB, c'est-à-dire qu'une fois ingéré dans le corps, le foie va le transformer en GHB. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va Donc, le GHB, effectivement, la plupart du temps, peut se retrouver sous forme déjà de préparation, déjà prête, sous forme liquide, mais on pouvait autrefois le retrouver sous forme de poudre. Donc là, vraiment, on va vraiment plus parler de GBL, qui est vraiment le produit qu'on retrouve le plus souvent, particulièrement en France. Ce produit, donc, qui est industriel, va s'ingérer. Ce sont des doses qui sont très très faibles. On est entre 1 et 2 millilitres à peu près une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures, qui a un goût pas très agréable. Donc, on va souvent le couper avec des sirops, des jus de fruits, des sodas, des trucs comme ça. Donc, les dépresseurs, ça va un petit peu du coup à l'opposé des stimulants, c'est-à-dire ça va ralentir le système nerveux central, donner une sensation de relaxation, de désinhibition, d'euphorie et une augmentation du désir et de la sensualité. Souvent, certains usagers comparent les effets du jet à ceux de l'alcool. Ça pourrait effectivement être assez, enfin, ça me paraît assez cohérent comme comparaison. D'autant que le GHB, tout comme l'alcool et les benzodiazépines, sont GABAergiques. GABAergiques. Donc, c'est-à-dire se fixent sur les récepteurs GABA. Pour celles et ceux peut-être qui savent un petit peu ce que c'est les récepteurs GABA, ça va donc avoir une incidence très importante sur l'accoutumance et même la dépendance. Et aussi, il y a des risques très élevés, on va en parler, de potentialisation. Le G, donc comme on l'a dit tout à l'heure, est efficace avec une toute petite quantité. Donc il y a une marge entre les quantités nécessaires pour obtenir des effets souhaités et celles pouvant entraîner des effets indésirables. En fait, c'est vraiment ridicule et minuscule. C'est-à-dire que moins d'1 millilitre, ça va rien faire. Plus de 2 millilitres, on peut faire une overdose qui peut conduire au décès. Donc c'est très très difficile à doser. Le surdosage, un des premiers symptômes, ça va être une agitation un peu incohérente, enfin beaucoup d'incohérences qui va ensuite mener à des nausées et une inconscience, une somnolence.
Alors au début, ça peut être un peu, ça pourrait faire penser à du sommeil, mais il faut savoir faire la différence entre sommeil et inconscience, que le sommeil, si je vous donne une gifle, vous allez vous réveiller. Quand vous êtes inconscient, je vous donne une gifle, vous n'allez pas vous réveiller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le G-hall, le trou de G, hein. Donc, en général, on sort de là au bout de quelques heures, mais c'est souvent avec quasiment aucun souvenir. Et c'est très, très, très important de rester avec la personne qui fait un géol. Donc, comme on l'a dit, le risque de surdose peut être mortel. Euh, Là, les chiffres que nous vous avons mis de l'enquête drame de 2021, nous sommes actuellement en lien avec l'addictovigilance et le CUIP, euh, sont très, très éloignés de la réalité de ce que nous vivons, très, très éloignés de la réalité du nombre de décès. Par exemple, pour l'année 2023, c'est juste que là, c'est 2021, mais sur 2023, on est à peu près sur le même nombre de chiffres à l'échelle de la France, c'est-à-dire environ 5 décès recensés. Or, nous, juste le bus 31-32, depuis le mois de septembre, on en a eu au moins 6 7 à peu près par là. Donc, juste nous, à notre échelle. En fait, c'est très, très compliqué d'avoir une photographie exacte des victimes du G pour plein de bonnes raisons qui ça demanderait beaucoup de temps à expliquer. C'est des raisons assez complexes, mais il y a plein de trous dans la raquette qui font que les personnes enfin, qui décèdent suite à la prise de GHB puissent se retrouver en dehors de l'enquête RAMES parce qu'ils n'ont pas tous les cas. Et aussi parce qu'il y a des problématiques de détection, particulièrement post-mortem. Vu qu'il y a du GHB qui est produit de façon endogène dans le corps, bah, c'est assez difficile, effectivement, de voir quelle peut être la trace, surtout dans un cas où il y a eu un décès, vu qu'il y a un pic au sein du corps au moment du décès. Du coup, ça fait que ces cas-là, ils peuvent passer à la trappe assez facilement. Et l'orientation qu'on prend en ce moment avec la dictovigilance là-dessus, c'est plutôt de traiter les signaux et le déclaratif, vu que le cas, on va dire, avéré scientifiquement est assez complexe à avoir et qu'on sait que c'est plus ou moins pas possible selon les situations, hein, parce qu'il faut aussi procéder à des analyses toxicologiques en cas de décès, ce qui est rarement le cas. Après, c'est important de préciser quand même que la majorité des utilisateurs de GHB connaissent des géoles, voire de multiples, et presque tous les consommateurs de GHB connaissent des consommateurs de GHB qui ont eu des géoles qui pouvaient se finir en hospitalisation ou par des décès. Donc ça, c'est des choses qu'on voit sur le déclaratif. Et très souvent, bah, quand il y a des cas de décès, c'est aussi sur des liens avec d'autres substances qui permettent aussi de rentrer dans des doses plus élevées de G. On y reviendra un peu sur l'histoire des combinaisons entre... Oui, tout à fait. En fait, le GBL connaît une consommation vraiment croissante qui dépasse aujourd'hui depuis un peu plus d'un an maintenant, peut-être deux, le cadre du chemsex, puisqu'on va même le retrouver dans des pratiques festives de plus en plus. Et effectivement, donc le G devient un produit très très largement consommé par beaucoup de personnes et la plupart des usagers effectivement connaissent les messages de réduction des risques et ont un véritable savoir expérientiel et un partage d'expérience avec les usagers, entre usagers qui est assez, qui est assez fort. Ensuite, on peut retrouver plus marginalement, mais quand même assez fréquemment, dans le contexte de chemsex, la kétamine, qui est donc toujours un dépresseur, mais il fait partie de la catégorie des dissociatifs. C'est un anesthésique analgésique qu'on retrouve à l'hôpital la plupart du temps. Souvent, la plupart du temps, c'est sniffé, mais on peut également se l'injecter. La kétamine va avoir des effets déjà anesthésiques et analgésiques, ce qui peut avoir un certain intérêt quand on a des pratiques, notamment certaines pratiques extrêmes. Et ça va procurer également des effets de dissociation avec des hallucinations, dissociation. Voilà. Le risque principal, effectivement, là on l'a dit, évidemment, c'est le K-hall, c'est-à-dire une perte de contact avec la réalité qui peut amener un petit peu, non pas comme, mais enfin voilà, qui peut amener à des visions effrayantes, peut-être des crises de paranoïa, de panique, dues à la dissociation, ce sentiment d'être déconnecté du temps et du réel, et d'être, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de rêver, ce qu'on est dans la réalité d'une espèce de décorporation. Voilà. Et évidemment, ça peut mener, comme tout dépresseur, à des dépressions respiratoires, en particulier quand il y a des combinaisons avec d'autres dépresseurs, surtout si on a bu de l'alcool ou qu'on a pris du G précédemment. Ouais, certains KOL peuvent s'apparenter à des expériences de mort imminente avec des gens qui voient la lumière au bout du tunnel, des fois des visions aussi à la troisième personne, donc se voir du dessus, donc des épisodes qui peuvent être assez perturbants. Après, ouais, c'est un peu plus rare dans ces contextes-là, type chemsex, qui est des KO qui sont répertoriés, mais effectivement, cet effet-là, il est plutôt porté sur le côté hallucinogène de la substance, dissociatif et hallucinogène, qui fait que c'est un produit qui est difficile à gérer quand même. Tout à fait.
Alors, les risques liés à la consommation de dépresseurs, évidemment, c'est la surdose, hein. C'est-à-dire que, comme on le sait, les benzodiazépines, les opioïdes et autres barbituriques peuvent provoquer des dépressions respiratoires du système nerveux central, donc ralentir la respiration, qui peut créer de l'inconscience, puis le coma et potentiellement la mort. Les dépressions respiratoires et donc l'hypoxie peuvent aussi créer une diminution d'oxygénation du sang et donc du cerveau et donc les risques associés à une hypoxie. Chute de la pression artérielle. Qui dit chute de la pression artérielle, évidemment, ça peut mener à un peu comme avec les opioïdes aussi, en fait, à des chutes finalement et les gens peuvent se casser la gueule et se faire extrêmement mal. Et aussi des accidents cardiaques, évidemment. Et évidemment aussi les comportements à risque, un petit peu comme les stimulants, enfin comme à peu près toutes les substances, hein, c'est-à-dire qu'on fait ça pour se désinhiber, donc du coup, ça désinhibe. Et donc, coordination motrice, comportement à risque parce on n'est plus trop vigilant. Et voilà. Les mélanges entre substances, évidemment, donc on l'a déjà dit, mais on le répète, hein, les dépresseurs, pour la plupart, surtout, ne sont pas à mélanger entre. La plupart des usagers le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler quand même. On ne mélange jamais le G avec l'alcool, puisque ça va se potentialiser. Potentialiser, c'est-à-dire que l'un va renforcer les effets de l'autre. Et les benzodiazépines aussi sont surtout à proscrire et peuvent créer Ça va voilà. considérer genre d'autres, quoi. Ce qui va rendre du coup ce qui est un risque très très fort de dépendance au G, qui est encore plus élevé qu'avec l'alcool. Et le problème, c'est que ce qui va rendre du coup le sevrage un petit peu compliqué, parce que quand on a des personnes qui prennent de l'alcool, on peut leur prescrire du Valium par exemple pour éviter le craving, ce qu'on peut surtout pas faire avec du G. Parce que si la personne consomme, c'est un risque mortel qui n'est pas du tout négligeable. Voilà, le réaction allergique. Ah oui, évidemment, les troubles gastro-intestinaux aussi, parce qu'on a parlé, le GBL, c'est un solvant, hein, donc ça peut créer des ulcères, surtout quand il y a des consommations qui sont trop régulières et pas espacées, des problèmes cardiovasculaires et des troubles anxio-dépressifs, en particulier quand ils sont mélangés, alternés, parce qu'en fait, en gros, dans une session de KEM16 qui va souvent durer assez longtemps, on va alterner le dépresseur, le steam, les dépresseurs, les steam, les dépresseurs, les steam, et ça, pour la santé mentale, c'est pas ouf. Donc voilà, sur les mélanges de produits, donc si on mélange des stimulants, on accroît les risques cardio-respiratoires. Si on mélange des dépresseurs, on risque de s'arrêter de respirer. Si on mélange des stimulants et des dépresseurs, on va arriver à, ce qui est souvent fait au final, les usagers reportent arriver à contrôler effectivement leurs effets, hein, et du coup pouvoir ingérer des doses plus fortes de dépresseurs et rentrer dans des effets désinhibants encore plus forts potentiellement grâce au support de stimulants à côté. Notamment, il y a aussi des usagers qui contrôlent des fois quand ils se sentent partir en surdose de G ou de kétamine, compenser avec un stimulant, hein, ce qui fait repartir. Ça, c'est un peu des jeux d'équilibristes, hein, qui sont pratiqués sur ces mélanges de substances-là. Donc, les deux favorisent vraiment, le mélange des deux favorise vraiment on va dire, de passer des caps en termes de pratique, de changer de comportement, d'avoir une forte levée d'inhibition. Ça permet effectivement de pouvoir explorer des fantasmes, des pratiques sexuelles inhabituelles potentiellement, ou de mieux assumer sa sexualité. Enfin, en tout cas, tout un tas de contextes qui peuvent favoriser aussi le fait que on ait besoin en fait de cette combinaison de substances pour avoir une pratique chemsex selon les publics, selon les histoires, les parcours, dire les stats par rapport à où on est dans sa pratique, au niveau de comment on est à l'aise ou non avec sa sexualité. Donc, ça peut être vraiment utilisé aussi pour lever ces leviers-là. Donc, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment, voire sur la majeure partie des cas, hein, il me semble. Du coup, aussi, les dépresseurs, on peut les utiliser après des prises de stimulants trop fortes, hein, du coup, pour modérer les effets indésirables des stimulants, quoi. Donc, j'arrive pas à dormir après 3 jours de stimulants. Et effectivement, prendre une dose de substance dépresseur, ça peut aider à supporter l'anxiété ou la paranoïa qui peut être liée du coup à la redescente de stimulants. Ça peut aussi permettre de dormir tout simplement, hein, alors qu'on aurait pu ne pas dormir pendant encore 24 heures ou 48 heures, ça permet potentiellement de retrouver le sommeil. Du coup, quand on mélange ces produits qui ont des effets opposés, les risques cardiovasculaires sont aussi assez importants, quoi, hein. On peut avoir des irrégularités du rythme cardiaque. Aussi, par rapport à des produits qui sont mélangés, qui ont potentiellement des durées d'effet qui sont différentes, on peut avoir des effets stimulants qui peuvent masquer les effets des dépresseurs, comme on parlait tout à l'heure.
Et du coup, ben, lorsque le stimulant arrête de faire effet, il peut atteindre une surdose sans avoir repris de dépresseur. En général, les stimulants ont des effets qui durent quand même sur des périodes beaucoup plus courtes que ce que le dépresseur dure. Donc effectivement, bah, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une personne qui masque sa surdose momentanément, bah, ça se trouve un quart d'heure, une demi-heure après, s'il n'y a pas encore du produit stimulant pour relancer, ce qui est très risqué, ben, on peut encore se retrouver aussi à avoir l'état de surdose qui revient, alors que sa période de consommation précédente de dépresseurs s'était un peu espacée dans le temps. Du coup, aussi le fait que les effets puissent se masquer réciproquement, on va dire, entre les deux catégories de produits. Donc, je prends des stimulants, ça m'excite à fond, je prends des dépresseurs, ça m'endort un peu. Ben, le fait de prendre les deux amène en général à consommer davantage de quantité de chacune des substances si elles avaient été consommées isolément. Et du coup, bah, elles viennent augmenter de fait les risques. Les autres produits, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que ces produits-là, il y a aussi des produits qui sont un peu endémiques, j'ai envie de le dire, qu'on peut retrouver dans le chemsex, même s'ils sont peut-être un peu moins spécifiques. Donc, par exemple, les poppers, hein, les divers nitrates qu'on peut retrouver en libre service en France, qui sont tout ce qu'il y a de plus légal, mais aussi les amphétamines, ecstasy, MDMA et l'alcool dont les consommations sont assez banalisées, on va dire, et très, très consommées dans à peu près dans plein de contextes différents. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui, en plus de ça, vont rajouter ces produits-là. Par exemple, le poppers, qui est un puissant vasodilatateur, associé à d'autres produits, peut provoquer du coup des problèmes cardiaques, surtout quand ils sont associés avec d'autres produits qui provoquent des vasodilatations. Parmi les autres produits aussi qui ne sont pas psychoactifs, mais qui sont particulièrement utilisés, qui présentent vraiment un énorme risque, sont les IPDE5, donc tout ce qui est les produits pour avoir des érections, hein, parce que tous ces produits-là peuvent nuire à une érection efficace. Donc du coup, bon, le plus connu, c'est le Viagra, mais le Cialis, le Levitra, ce sont des médicaments qui sont sur ordonnance. Donc, certains peuvent avoir des ordonnances et le récupérer en pharmacie, mais ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont des produits qui viennent d'Asie, d'Inde ou de Chine qu'on va retrouver dans les supérettes. Donc, à peu près toutes les supérettes de centre-ville de Marseille qui en vendent à l'unité. Ça coûte à peu près une dizaine d'euros la pilule. Donc, du coup, il y a effectivement les produits attendus dedans, mais on ne sait pas trop de quoi exactement. Ces produits-là, comme on a parlé de vasodilatation, ce sont des vasodilatateurs. Donc, du coup, associés au Viagra, le poppers et d'autres produits vasodilatateurs élèvent très, très fortement le risque cardiovasculaire, hein. Et ça, c'est pas du tout, du tout, du tout à négliger. Voilà, et évidemment aussi la redescente. Là aussi, c'est un moment où on va prendre des produits parce que souvent, quand la session s'est terminée, qu'on a consommé pendant un moment, on va se retrouver un peu seul avec soi-même et des difficultés à s'endormir. Donc, on va prendre des benzos. Si on est toujours sous l'effet des substances, en particulier le GHB, ça peut représenter un risque assez élevé. Évidemment. Et il peut y avoir aussi des antidépresseurs, mais aussi le cannabis. Et comme l'a dit Victor, quand on prend au plus on prend de produits pour essayer d'atténuer les effets des autres produits, donc on consomme plus, donc on a plus de risques évidemment de rentrer dans un phénomène de dépendance. Après, ça reste quand même assez difficile à modérer parce que c'est des pratiques qui existent régulièrement. Et par rapport à avoir des redescentes de stimulants qui seraient trop fortes, trop intenses, voire invivables, c'est difficile de faire l'arbitrage de s'il est positif ou non au final que les personnes utilisent d'autres substances pour atténuer la redescente. Ça va vraiment dépendre de plein de cas et notamment qu'est-ce qui a été consommé effectivement dans les dernières heures, quoi. Oui. Mais ça peut favoriser grandement le risque d'overdose. Oui, ça peut le favoriser, ou puis même s'il y a des grosses crises d'anxiété, effectivement, prendre un Xanax, ça peut être effectivement intéressant. Ensuite, les antirétroviraux. On a mis cette slide-là parce que la pratique du chemsex est une pratique éminemment communautaire, même si on pourrait éventuellement considérer qu'elle peut concerner tout type de personnes. Ça reste quand même très majoritairement essentiellement une pratique liée aux communautés LGBTQIA+. À l'origine, ça concernait quasiment exclusivement, au tout départ, enfin en tout cas en grande majorité, des personnes séropositives. Aujourd'hui, avec l'avènement de la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, la majorité des personnes qui pratiquent le chemsex sont sous antirétroviraux, même si elles sont séronégatives, puisqu'elles prennent du Truvada.
Il existe des risques dans le mélange de produits psychoactifs et ces antirétroviraux. C'est très, très, très difficile de savoir quel est exactement les, merde, Les risques les spécifiques, risques en fait, il y a des spécifiques. tableaux croisés, il y a énormément de Voilà. traitements différents antirétroviraux qui vont jouer différemment en fonction des substances qui sont consommées. Et Ça peut entraîner une baisse d'efficacité une et baisse forcément une d'efficacité. moindre observance aussi des traitements dans le contexte de sessions prolongées particulièrement. Voilà, et également, en fait, la littérature, elle est très, très faible là-dessus. Il y a très peu de choses parce qu'il y a pour l'instant pas énormément d'intérêt de la communauté scientifique sur ce sujet. Mais il y a quand même Action Traitement. Je vous ai mis le lien de toute façon, vous aurez en PDF hein, cette présentation-là. Vous avez sur le site d'Action Traitement des choses un petit peu connues. Je sais que par exemple, il y a un risque assez élevé en ce qui concerne le traitement pour l'hépatite C, pour les personnes qui ont été exposées avec la 3-MMC. Notamment parce qu'en fait, c'est surtout au niveau du foie que ça peut se passer, puisque en fait, le foie va être lourdement sollicité. Et donc, du coup, bah, ça peut rendre effectivement le traitement contre l'hépatite C plus du tout efficace. Un petit récap du coup sur les interactions entre les produits, donc la combinaison de dépresseurs, ralentir, piquer du nez, somnolence, qui peut aller jusqu'à l'arrêt respiratoire et au décès. La combinaison de stimulants favoriser effectivement plutôt de risque côté AVC ou arrêt cardio-respiratoire. La combinaison de dépresseurs et stimulants, on y était il n'y a pas longtemps, du coup, c'est des effets antagonistes sur le corps qui peut augmenter des risques d'arythmie cardiaque, hein, des palpitations et éventuellement des arrêts respiratoires. Donc, bon, ça, c'est un peu pour vous faire un peu un récap des grandes catégories, mais comprenez que plus c'est plus, ça ne marche pas très bien, moins et moins non plus, et plus c'est moins non plus. Donc, c'est des substances qui sont quand même assez risquées à accumuler, qui présentent des risques spécifiques en fonction des combinaisons qui sont opérées, qui est bon d'avoir en tête pour savoir repérer les signes, en fait. Voilà, on arrive à la fin de cette première grosse partie qui était la plus dense et on vous invite à nous poser des questions si vous en avez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à brancher votre micro. Non, pas particulièrement. Alors, peut-être en attendant, s'il y a des questions, moi, j'en ai une. Souvent dans les accompagnements que j'ai, j'entends que l'usage de catinone, ou en tout cas de produits qui sont liés au chemsex, ça va être la première entrée vers des produits. Qu'est-ce que vous allez conseiller aux personnes du coup qui ont aucune expérience peut-être, et qu'est-ce qu'en fait on pourrait faire comme forme de prévention un peu en amont autour des produits du chemsex? Et je crois qu'il y a une question peut-être après, je crois qu'il y a un pouce qui s'est levé. Ouais, c'est vrai que ça représente un souci parce que bien souvent, en fait, on a des personnes qui s'estimaient pas forcément comme étant usagers de drogue, du coup, qui n'ont pas d'expérience communautaire de l'usage et pas, on va dire, le support d'usage dans leur entourage, donc pas forcément de connaissance des pratiques de RDR aussi. Aussi, le fait que ces produits soient accessibles sur Internet peut donner l'impression qu'ils sont légaux. Et de fait, sur des personnes qui n'ont pas une culture d'usage ni de bonnes pratiques, on va dire, ça va augmenter des risques accrus. Et donc, quel message spécifique on peut avoir? Romain, je te laisse la parole là-dessus. Oui, alors ça, effectivement, Vincent, tu as raison de le soulever. En particulier, depuis le premier confinement, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais ou très peu consommé de produits, le chemsex a été une porte d'entrée. Euh, à titre individuel, et nous, ce qu'on essaye de faire au Bus 31-32, c'est de susciter ce qu'on appelle la bienveillance communautaire et essayer de travailler avec ce qu'on pourrait appeler des usagers relais. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les personnes avec lesquelles on travaille, qu'on accompagne, essayer de faire en sorte qu'elles-mêmes deviennent des personnes ressources. En fait, alors, je vais faire très attention avec cette comparaison parce que c'est une très mauvaise comparaison à faire, donc il faut faire très attention. Parce que souvent, on compare un petit peu chemsex et VIH, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes sujets, d'accord? Donc ça, c'est petit trigger warning. En revanche, ce que je trouve intéressant d'un point de vue de l'histoire et d'un point de vue de la culture, c'est qu'au tout départ, l'épidémie de VIH-Sida était particulièrement stigmatisée, stigmatisante, et était, même si ça l'est toujours, mais était particulièrement une maladie honteuse. Et ce qui a permis beaucoup de pouvoir avancer sur cette question-là, c'est quand les personnes séropositives se sont organisées entre elles pour pouvoir déjà faire valoir leur parole et puis se faire des espèces de groupes d'entraide mutuelle, on pourrait dire. Et voilà, moi je dirais que c'est une approche qui peut être intéressante, c'est de travailler sur la bienveillance communautaire.
Il y a aussi le fait de travailler sur les représentations individuelles que les personnes peuvent avoir de cet usage-là, particulièrement sur les profils qui s'estiment ne pas être des drogués, entre guillemets, et c'est des choses qui sont un peu récurrentes. Quand même parler de l'analogie au niveau des risques avec d'autres substances qui, elles, sont des drogues, sans forcément venir stigmatiser la personne, lui faire comprendre en fait que c'est un peu la même chose, sans rentrer dans le truc de oui, tu vas rentrer dans la case du drogué si tu n'as pas envie de rentrer dedans et que tu es un peu dans le déni par rapport à la situation. Et en tout cas, d'y aller aussi sur transmettre le fait que voilà, il y a des pratiques, il y a des doses, il y a des durées d'effet, des modes de consommation, des moyens de réduction des risques. Et effectivement, pour des personnes qui n'auraient pas toute cette culture-là parce que elles n'auraient pas été initiées par d'autres consommateurs, par exemple, qui avaient des bonnes pratiques, ou parce qu'ils ont une représentation en fait que ces produits-là sont disponibles et qu'ils ont une pratique et qu'après tout, en fait, ils savent pas trop et qu'ils jouent un peu à la roulette en étant un peu dans le déni du risque qu'il peut y avoir, de quand même d'informer sur les substances qui sont consommées, de quelles sont la nature des risques précisément, de comment ça fonctionne, enfin les dosages et de donner un peu des informations basiques de réduction des risques pour que la personne ait un minimum de socle d'informations qui lui permettent, on va dire, de pouvoir travailler sur sa consommation et d'avancer à petits pas si elle en a envie sur tiens, j'ai peut-être identifié ça là sur mes prises par rapport au temps où je consomme, la période de consommation. Peut-être que je consomme trop fréquemment, peut-être que je consomme en trop grande quantité. Ah tiens, c'est vrai que la dernière fois j'ai eu une redescente trop forte, d'expliquer ce qu'est une redescente en fait, comment aussi faire que la redescente elle n'est pas trop dure, que ce soit en baissant l'intensité des consommations ou en baissant la durée des consommations. Et du coup, un peu partir en fait de l'expérience de la personne pour lui renvoyer en fait quelles pourraient être des pratiques qui pourraient lui permettre de diminuer les effets négatifs liés à sa pratique. Et en même temps, au passage, de transmettre un tas d'informations qui pourraient amener aussi la personne à plus en capacité déjà d'être dans une pratique, on va dire, relativement éclairée, quoi. Ce qui est assez nécessaire quand on consomme autant de substances qu'on a pu en citer, quoi, parce que c'est quand même des informations assez importantes qui peuvent être cruciales à transmettre, d'autant plus chez les personnes qui n'ont aucune connaissance des produits. Ok, super. Du coup, si je résume un peu, c'est orienter les nouveaux usagers de drogue à connaître les produits, à venir questionner, et aussi les professionnels à questionner l'usage et les conditions aussi dans lesquelles les produits sont utilisés et l'entourage. Merci beaucoup. Hors Est-ce qu'il y a- vigilance à ne pas stigmatiser ni les produits ni les pratiques. Tout à fait. Merci, Martin. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette première partie? Non? Ok. Peut-être qu'on peut passer à la deuxième? Je reprends mon partage d'écran. Allez. Alors, ça là. Ok, les modes, alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas non plus perdre trop de temps. On va passer au mode de consommation. Du coup, il y a le sniff, bon, c'est connu. Donc, le sniff, bon, inhaler une substance par la narine avec une paille. On espère à usage unique, parce que la problématique principale, c'est le partage de paille, qui effectivement, en fonction de l'état de la muqueuse nasale, peut favoriser des transmissions de virus potentiellement, particulièrement le VHC. On n'a pas vraiment d'études qui qualifient ce niveau de risque-là, mais c'est qu'en cas de saignement, il peut y avoir une transmission du VHC avec l'échange de matériel. Donc, bon, très souvent, les personnes ont plutôt tendance à avoir une paille personnelle à usage multiple, ce qui fait que si elle est posée sur une table dans des contextes collectifs, potentiellement, on peut aussi vite se tromper avec les effets des produits, la désinhibition, et ça peut entraîner vraiment des risques d'infection, particulièrement ce qui nous inquiète, plus particulièrement, c'est sur le VHC, sur le VHB. Et du coup, l'intérêt par rapport à ça, c'est plutôt d'avoir des surfaces de consommation et des pailles à usage unique parce que multiplier les contacts de paille sur les mêmes surfaces, même sans s'échanger la paille, l'échange et la mutualisation, on va dire, du support peut être aussi dommageable de ce point de vue-là. Donc, ce qui est conseillé dans l'idéal, on va dire, règle très RDR, ça serait que chacun ait son petit plateau individuel avec son carnet de paille bien distinct. Et qu'effectivement, aussi d'avoir des produits pour nettoyer les surfaces, des désinfectants de surface pour pouvoir nettoyer les supports de consommation. Parce que s'il y a un usage répété sur la même surface, c'est comme s'il y avait du partage, même si les pailles sont à usage unique. Donc ça, c'est sur le sniff. Donc, ça reste quand même un mode de consommation qui monte très rapidement, mais c'est la biodisponibilité des produits en sniff n'est pas la plus forte. Et on va voir qu'avec d'autres modes de consommation, ça peut entraîner des risques davantage. Voilà, alors là, on va parler du plug, qui est sans doute le mode de consommation le moins connu et pourtant bien pratiqué.
Donc, ce terme plug fait référence à une méthode de consommation qui implique l'insertion de substances mélangées dans de l'eau dans l'anus à l'aide d'une seringue dépourvue d'aiguille ou bien d'une poire à lavement. Alors, ça peut présenter certains risques, mais ça peut présenter aussi certaines réductions des risques, étonnamment. Donc, la pratique du plug, on le retrouve beaucoup dans le chemsex. Alors, évidemment, on va commencer par les risques, hein. C'est-à-dire que c'est une muqueuse qui est particulièrement fragile, hein, l'ampoule rectale, surtout en plus si on est dans une pratique de chemsex, donc a priori il y a un autre usage aussi de l'ampoule rectale. Donc ça fait quand même solliciter beaucoup de cette zone du corps qui donc du coup peut amener à des irritations et beaucoup de problèmes. Donc en général, ce sont les catinols et les amphétamines. Il faut savoir que donc, Victor parlait de biodisponibilité. La biodisponibilité au niveau de la muqueuse anale est de quasi 100%, c'est-à-dire quasiment autant qu'en injection. Donc il y a une biodisponibilité beaucoup plus importante. Après, il y a le phénomène de montée est moins rapide qu'en injection, mais quand même beaucoup plus rapide qu'en sniff. Donc du coup, ça va être une alternative assez prisée par certains usagers qui veulent éviter le SLAM, donc l'injection, dont on va parler plus tard. Voilà, donc c'est une pratique qui tente à se démocratiser en particulier dans ces pratiques-là, et qui évidemment augmente considérablement le risque de contracter des IST, en particulier le VIH et le VHC. Donc le matériel, c'est évidemment tout comme l'injection du matériel à usage unique, hein, en ce qui concerne la seringue. Vous avez le petit kit à côté là qui est représenté ici. Pour donc la petite gamelle, l'APPI de l'eau stérile et Avec et la en seringue. fonction de la corrosivité des substances, des dilutions plus importantes hein, pour limiter ces propriétés Oui. corrosives. Et à signaler par rapport à la question de la biodisponibilité, bon, par voie orale, c'est plus rare dans ces contextes-là, il peut se consommer par voie orale, mais ça arrive. La dose de base que la personne prend par voie orale, il faut la diviser par 3 pour un plug. Et c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose qui est assez important, quoi. Du coup, si la personne dose mal son plug ou va le doser par rapport à une pratique qu'il a par voie sniffée, par rapport à la voie orale, il va prendre un très fort risque. Du coup, il faut diviser les quantités au moins par 3, sinon on s'expose à un très fort risque de surdose. Et bah, donc là, on va parler du slam. Bah, Bah, du coup, le slam, ça fait référence à l'injection. C'est un terme qui est utilisé particulièrement dans ce contexte, hein. Du coup, on ne parle pas de personnes ne sont pas injectrices de produits, elles sont des slammeurs. Il y a toute une sémantique. Voilà, donc il y a toute une sémantique, donc ça vient de mot claquer, effectivement. Donc ça fait référence à l'intensité et la rapidité des effets, donc avec une montée très forte, une biodisponibilité très forte également. Ce n'est pas une pratique qui est systématique, mais pour autant, c'est de plus en plus utilisé. C'est quelque chose aussi qui est utilisé pas mal par les médias sensationnalistes pour aussi faire de l'audience, hein, donc phénomène sensationnaliste sur les drogues, on connaît bien ça, c'est assez régulier. Donc, ça a tendance aussi à dramatiser, isoler d'autant plus, dramatiser la pratique et isoler d'autant plus les usagers dans leur pratique. Donc, la problématique de l'injection, c'est particulièrement la question déjà du dosage, hein, avec un risque plus élevé, aussi oui, forcément un risque plus élevé de transmission, surtout s'il y a de l'échange de matériel. Donc, là-dessus, il arrive très fréquemment qu'il y ait des échanges de matériel. C'est important que les personnes aient du matériel en quantité disponible, particulièrement dans les sessions collectives, et qu'ils aient aussi des moyens de distinguer effectivement le matériel. Donc, il y a Safe à un moment qui faisait des kits où il y avait les Nevershare de couleur, là, donc des aiguilles avec des pistons de couleur. Et il me semble qu'ils ont arrêté de les produire, mais maintenant qu'ils proposent des petites bagues de couleur qu'on peut mettre autour des pompes. Ça se permet aux gens de bien identifier. Donc, le risque principal de cette pratique-là, c'est d'augmenter fortement le risque de surdose par rapport à la disponibilité du produit, de dégrader aussi son système veineux, hein, sur les zones, les points d'injection, il y en a qui sont plus risqués. Donc, il faut savoir que les catinones, elles détériorent très rapidement en injection le système veineux superficiel. Pour donner un exemple, on peut se trouver avec des personnes qui ont des atteintes au niveau du système veineux superficiel en 6 mois de consommation, qui peuvent être plus importantes qu'après plusieurs années d'injection de cocaïne, voire après plusieurs dizaines d'années de consommation d'héroïne, où on a des fréquences d'injection moins élevées. C'est vrai que ça entraîne aussi la consommation de stimulants par voie intraveineuse, des fréquences d'injection qui sont très élevées, parce que ça dure moins longtemps en termes d'effet, ça monte plus fort, il y a plus du coup de craving. Et effectivement, on peut se retrouver avec des périodes de 24 heures où la personne va injecter plusieurs fois dans l'heure. Donc,
Tac. Bon, ça, c'est une fiche récapitulative, hein. Donc, du coup, sur les risques des substances consommées en contexte de chemsex, évidemment le surdosage, les réactions négatives au moment de la descente, les risques cardiaques et psychiatriques, des infections, les contaminations bactériennes et virales, des syndromes sérotoninergiques, les interactions au niveau des antirétroviraux, éventuellement, oui, avec certains traitements hormonaux, notamment pour les personnes en transition, des personnes transgenres en situation en transition. Également, une moins bonne observance des antirétroviraux et évidemment la question du consentement, hein, cette fameuse zone grise et qui peut être parfois, du coup, assez problématique et des réactions assez violentes. Ouais, la question du consentement sur produit, elle reste assez complexe quand même parce Oui. qu'entre la perte de contrôle désirée initialement et potentiellement ce qui peut avoir lieu, ben, il peut y avoir un écart, hein, parce que le consentement, ça se réinterroge aussi dans le temps. Et du coup, il peut y avoir une perte de contrôle qui peut être subie ou voulue. Et c'est extrêmement dur de qualifier quelle est la zone en fait, où effectivement la personne a un consentement éclairé sur ce type de contexte de consommation, particulièrement avec les substances qu'on a mentionnées qui peuvent avoir des effets de levée d'inhibition assez forts. Du coup, c'est vraiment une problématique propre à cette prise de substance-là, dans ce contexte-là, mais on peut aussi la retrouver dans d'autres contextes. Mais effectivement, cette question-là est à interroger quoi, hein, sur comment la personne s'interroge sur ses limites, les pose, et aussi peut être amenée du coup, à se dire quelles sont ses limites. Je pense que c'est un bon moyen d'amener les gens à s'interroger sur le fait de est-ce qu'ils consentent ou non. C'est est-ce qu'ils ont pu poser un peu des limites à ce qu'ils voulaient faire ou ne pas faire au préalable. Est-ce qu'ils ont réussi à respecter leurs limites et sinon d'explorer effectivement où ils en étaient au terme de consentement avec ça, qu'est-ce qui a favorisé ou un impact négatif sur le fait de pouvoir avoir un consentement éclairé. Mais c'est des points qui sont importants à travailler, particulièrement sur ces contextes chemsex, quoi, en lien avec la prise de produit. Et notamment quand on parlait tout à l'heure de bienveillance communautaire, j'ai tendance à considérer, et Vincent, je pense que tu vas être d'accord avec moi, que c'est important de parler entre personnes concernées, c'est-à-dire quand on a fait une session de chemsex avec des personnes avec qui, a priori, on a partagé pas mal d'intimité pendant quelques heures, c'est plutôt souhaitable d'essayer de mettre en place peut-être des instants où on va essayer de communiquer ensemble, de revenir sur ce qui s'est passé, voir comment émotionnellement les personnes se situent. Parce qu'effectivement, un des principaux risques qu'on a pu constater sur la question du chemsex, c'est l'isolement social, hein, et la diminution des performances professionnelles, en coupure avec la famille, les amis, le travail, tout ça. Et on va passer du coup pour cette partie sur les modes de consommation aux questions. Alors, merci beaucoup pour cette deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions sur la réduction des risques et les outils de réduction des risques? Moi, j'avais une question par rapport à l'âge, en fait, les tranches d'âge qui sont plus concernées euh, par C'est rapport au chemsex. c'est très très difficile à exprimer à plusieurs égards. Déjà que ça concerne à peu près tous les âges, hein, vraiment sans. Enfin, dans la dernière enquête du CESTIM de l'INSERM, on voit bien que la pratique du chemsex concerne autant les plus jeunes que les plus âgés. Enfin, il n'y a pas vraiment de voilà, même en termes de CSP, c'est-à-dire on a tendance à considérer que souvent ça concerne des personnes un peu plus CSP+, qui sont en centre-ville, qui sont d'une trentaine d'années, 40 ans, tout ça. Et en fait, on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que c'est juste la face visible de l'iceberg et qu'en fait, c'est juste les personnes qui ont accès aux soins. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui ont moins accès aux soins ou qui ont moins accès au fait de parler, en fait, on se rend compte que ça concerne toutes les couches de la société, y compris les plus précaires, les plus jeunes, les plus âgés, les plus riches. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. C'est pas plus urbain que. Enfin, si, à la limite, ça pourrait l'être plus parce qu'il y a peut-être plus d'accès, forcément, puisqu'il y a plus de gens qu'en rural, mais ça existe tout autant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et c'est l'enquête du CESTIM montre vraiment ça, quoi. Ouais, puis on sait que quand même que c'est une population où relativement, vu le poids du stigmate, c'est assez caché. Il n'y a pas eu d'enquête assez large pour permettre de déterminer quelles étaient exactement les caractéristiques sociodémographiques des chemsexers. Effectivement, il y a un peu des pistes du côté de l'enquête de l'INSERM. Il y a eu aussi des études qui avaient été faites sur des applications de rencontres qui mentionnaient, en fait, là où les personnes mentionnaient
la pratique du chemsex au niveau de leur biographie sur leur profil. Et du coup, on était sur une moyenne d'âge à 27 ans. Mais effectivement, ça comporte un certain nombre de biais. C'est déjà utiliser ces plateformes-là et aussi être très clairement explicite sur sa pratique. Donc, globalement, on sait que ça concerne quand même des personnes qui ont plutôt, on va dire, qui sont plutôt entre 18, 20 et 45 ans. Après, c'est la moyenne d'âge précise de la population de chemsexeurs, on l'a pas, quoi. Oui, et puis je suis pas sûr que ce soit très parlant, même si on arrive à sortir une moyenne d'âge, je suis pas sûr que ce soit très parlant parce que ça, en fait, ce qui va, il y a, enfin, moi j'ai tendance à considérer ça, et je pense que aussi Vincent sera d'accord avec moi, c'est c'est résolument une pratique communautaire. Souvent, ce sont des personnes issues des communautés LGBTQIA+, qui se traînent derrière des traumas de stigmatisation liés à l'homophobie, liés à la sérophobie, liés à des parcours liés à leur identité de genre ou sexuelle qui a été difficile à accepter, à assumer, et donc du coup vont trouver dans cette pratique communautaire une forme d'exaltation, une forme de sublimation. Et donc voilà, et c'est un besoin de vivre, hein, c'est une envie de vivre qui est très forte, qui est très puissante, et le besoin de se retrouver entre pairs, entre personnes qui partagent ces expériences traumatiques-là. Et ça peut concerner des gens de tout âge. Oui, peut-être juste pour compléter, nous, au XAPA, on reçoit des personnes je crois que le plus jeune, il a 17 ans et le plus âgé, il doit avoir 67, je crois. Du coup, voilà, ça donne à peu près un- une idée du panel d'âge qu'on peut avoir. Et effectivement, en tout cas sur les usages de personnes qui viennent consulter en soins, je dirais que c'est à la fois les plus jeunes, à la fois ceux qui ont plus de 40 ans, ce qui peut parfois étonner, en tout cas mes collègues donc ça va, qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir des nouveaux usagers qui commencent leur usage de drogue, comme on a dit, parfois à 40, parfois à 45 ans, ou parfois plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de ce sujet? Les démarches de consultation au niveau des XAPA, les personnes sont orientées par leur médecin traitant, par des connaissances, par une difficulté qu'elles ont dans leur vie. Quelles sont leurs démarches? Alors ça, c'est une très bonne question qui soulève plusieurs problématiques. La première problématique qu'il va y avoir, c'est la question de l'offre. C'est-à-dire que déjà, si quelqu'un ne va pas bien et demande de l'aide, encore faut-il qu'il y ait des réponses. Que la durée, le délai pour être pris en charge par un XAPA, c'est en général environ 2 à 3 mois. C'est donc très long. Donc, c'est déjà une première problématique. La deuxième problématique qui va se poser, effectivement, c'est la question de l'orientation. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui rencontre des difficultés, encore si elle arrive à les verbaliser, bah souvent les médecins traitants, c'est-à-dire les premiers de cordée, comme dirait l'autre, en lien avec les patients, ne sont pas forcément toujours tous au courant des structures qui sont mises en place sur le territoire. C'est pour ça que dans notre groupe de travail Chemsex, nous essayons vraiment de développer l'amélioration du repérage précoce. Parce qu'il y a aussi ça, cet enjeu-là, c'est la question du repérage précoce et pas forcément attendre que la personne soit vraiment dans un état de détresse extrême, que ce soit sur le point de vue somatique, psychique ou social, essayer d'améliorer ce repérage précoce au niveau de la médecine de ville. On aimerait bien essayer de développer d'ailleurs un réseau de microstructures dédié à ce sujet. On essaie de mettre en place des outils. Donc, je parlais tout à l'heure de bienveillance communautaire. Moi, j'ai mis en place un numéro de téléphone. Et en fait, ce numéro de téléphone circule entre les différents usagers parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que souvent, les personnes concernées, quand elles n'osent pas demander de l'aide. C'est une pratique extrêmement stigmatisée. Elles sont dans une culpabilité stigmatisante extrêmement forte. Et donc, du coup, j'ai mis en place le numéro de téléphone. Vincent aussi a une ligne téléphonique et anime aussi des temps de rencontre au centre LGBT QIA+ de Marseille en gros, essayer de pouvoir mettre en lien les usagers entre eux et notamment le fait de passer par des outils numériques, que ce soit les messageries cryptées type WhatsApp ou même au téléphone, ben, ça fait que la personne elle reste chez elle. Et donc, du coup, ça permet d'apprivoiser, j'ai envie de dire, la personne pour essayer de l'orienter au mieux avec, malheureusement, peu de réponses, plus que peu de structure et peu d'intérêt pour ce sujet.
C'est vrai Donc que les c'est personnes peuvent vous contacter, pardon, excusez-moi. euh, Les personnes peuvent vous contacter directement pour avoir des informations, pour avoir aussi peut-être une écoute. Et après, Absolument. vous les réorientez donc peut-être vers la médecine de ville ou vers l'EXAPA pour avoir une réponse appropriée. Absolument. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Il y a mon adresse email et mon numéro de téléphone qui est en fin de ce PDF-là. Normalement, s'il ne l'est pas, de toute façon, on fera en sorte avec le Corévi de vous le partager. Et j'ai fait une petite affiche aussi avec mon numéro de téléphone. Et effectivement, si vous avez des usagers qui sont concernés, qui ont envie de discuter avec quelqu'un, c'est tout à fait possible de pouvoir communiquer ce numéro de téléphone et de me contacter et pouvoir discuter et mettre en place. Alors, ça se passe en général sur rendez-vous, la personne nous contacte et on essaie de placer un petit rendez-vous. Le premier rendez-vous dure une petite heure environ, où on essaie d'identifier la demande et on essaie de faire. Alors, ça ne dure jamais très longtemps, hein, parce que moi, je ne suis pas psychothérapeute, hein, mais l'idée, c'est d'essayer surtout de pouvoir mettre en place, de faire en sorte que la personne soit suffisamment outillée et accompagnée pour qu'elle aille d'elle-même vers des structures, voilà, et des structures qui l'attendent. Du coup, effectivement, ça se Ainsi. prend bien avec la question de l'usage du numérique, quoi, de Voilà. pouvoir trouver des réponses. Donc, il y a la situation de crise aussi, potentiellement, où des Mm. personnes peuvent appeler dans un moment de détresse. Et là, ils ont besoin d'un espace un peu de réassurance, de dédramatisation en fonction des situations. Et après, la manière dont Romain travaille et dont on travaille avec l'équipe, c'est aussi en fonction de la personne. Ça peut être un premier pas qui est facile, hein, avoir quelqu'un au téléphone ou sur une messagerie instantanée. Ça ne demande pas un engagement très fort. Par exemple, pousser la porte d'une structure, c'est quelque chose qui peut être bien plus complexe, d'autant plus chez ces populations, en fonction de leur parcours de vie et de où ils en sont dans leur pratique et dans la représentation qu'ils ont de leur pratique aussi particulièrement. Et du coup, de proposer en fait des petits espaces d'entretien qui permettent d'évaluer un peu la situation dans sa largeur, ça aide à aussi construire un parcours de soins spécifique en fonction des problématiques. Parce que comme vous l'avez vu, on a la croisée quand même de plein de sujets, donc entre les risques infectieux qui peuvent être liés aux pratiques de consommation, liés aux pratiques sexuelles, les questions de vécu de l'orientation sexuelle, de la sexualité, les questions de contexte d'usage avec potentiellement dépendance et aussi dépendance sur le volet, addiction sur le côté comportemental avec en lien avec la pratique sexuelle. Toutes ces choses-là sont extrêmement complexes, demandent des réponses pluridisciplinaires. Donc les réponses pluridisciplinaires, elles existent sur le territoire, mais des réponses pluridisciplinaires auprès de professionnels qui sont sensibilisés sur la question de chemsex, qui vont avoir une approche où en fait ils vont comprendre ce que dit l'usager et vont pas être complètement largués et qui vont pouvoir en fait adapter leurs réponses, ça c'est quand même quelque chose qui a à construire à l'avenir. On travaille sur différentes solutions pour essayer de favoriser, on va dire, qu'il y ait une montée en compétences sur ces sujets-là, pour qu'on puisse avoir sur le territoire des réponses multiples et pluridisciplinaires, avec autant pour les personnes qui auraient besoin d'avoir des entretiens psy, plutôt de voir un psychiatre si y a des problématiques de santé mentale associées, plutôt de voir un médecin addictologue qui soit un peu spécialisé là-dedans, de voir quelqu'un qui est spécialisé dans les addictions comportementales et particulièrement sur le volet lien sexualité produit, des personnes qui puissent faire aussi l'accompagnement sur des situations de problèmes vis-à-vis du vécu de l'orientation sexuelle, de la sexualité, ou sur les questions de transition, sur les questions aussi de traitement hormonaux, de prise d'antirétroviraux. En fait, c'est quand même à la croisée de beaucoup de choses qui demandent quand même une spécialisation accrue des intervenants pour pouvoir, on va dire, prendre en charge les personnes sans que ça fasse un effet repoussoir. Parce que si on rate une orientation auprès d'un chemsexeur qui n'est jamais allé parler à un professionnel de santé de sa pratique, si en fait la première personne qu'il a le jour où il arrive à se dire là, c'est maintenant, il faut que j'y aille, j'ai besoin, s'il pousse la porte d'un praticien qui n'est pas étayé ou qui va être au pire stigmatisant, jugeant, ça peut repousser la personne du soin pour des années potentiellement. Et ça me paraît être absolument à éviter. Et effectivement, c'est assez récurrent qu'il y ait eu quand même chez les personnes qu'on reçoit des tentatives d'accès aux soins à des moments où ils se sont pris un mur en fait, ce qui renforce aussi le besoin de monter en compétence globalement sur tout ce qui peut exister en termes de réseau de prise en charge sur le chemsex et ce à quoi ça touche et quelle posture il faut avoir vis-à-vis des chemsexeurs pour ne pas entraîner des effets inverses à ce qu'on espère, quoi. Du coup, une fuite du soin et une absence d'accès aux soins. Et j'ai envie de dire, d'où ces webinaires aussi. Le but de ce webinaire, c'est de vous rendre toutes et tous acteurs et actrices justement de cette chose-là pour que vous puissiez aussi de participer à ça. Et d'ailleurs, mon contact est tout à fait ouvert à vous aussi qui participez
à ce webinaire. Si vous êtes concerné en tant que professionnel de santé et que vous avez besoin de conseils, d'orientation ou des questions spécifiques, vous pouvez évidemment nous contacter pour vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je continue, je suis désolée. Oui. Moi, je travaille à l'ARS de Normandie, donc pas du tout professionnel de santé, mais moi je me posais la question de l'information communication. Il y a effectivement tout le volet professionnel de santé qui ne sont pas au fait des choses, il faut être très clair, même sur la médecine de ville. De toute façon, déjà, les XAPA, ils sont malgré tout peu connus des médecins traitants, ce qui est un petit peu dommage. Et par rapport au grand public, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas en fait ces pratiques. Et il y a des personnes qui pratiquent qui ne connaissent pas les possibilités qui leur sont offertes en termes d'accompagnement, d'écoute et de soins. Et justement, l'accès aux soins est très difficultueux à ce niveau-là. Donc, ma question était un peu comment on peut communiquer là-dessus. Nous, au niveau de l'agence, on essaye de communiquer aussi bien sur le tabac, sur certains produits, etc. Et est-ce que c'est pertinent d'avoir une communication grand public? Comment on pourrait informer, communiquer de la bonne manière, sans Alors, stigmatiser, effectivement? je vais vous proposer deux ressources qui sont, que nous, on utilise. Alors, une qu'on a fabriquée nous-mêmes. Donc, nous, sur le projet numérique, on a créé un site Internet dédié, alors pas spécifiquement au chemsex, mais c'est un web magazine sur l'usage de drogue, les pratiques festives et la santé sexuelle. Ça s'appelle kepsmag.fr avec un K, K-E-P-S. Enfin, vous avez notre logo, voilà. Kepsmag.fr. Dedans, vous avez des ressources, vous avez des articles, vous avez des définitions. On a également une chaîne YouTube avec des vidéos où on parle de tout ça, notamment avec Vincent qui nous parle du sujet du chemsex. Donc ça, c'est notre première ressource. Et je vous invite aussi à consulter le site chemsex.fr qui a été monté par le Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône qui ont produit deux séries de vidéos. La première saison, on pourrait dire, c'est sous forme de fiction, avec des portraits qui sont faits où on va suivre des personnes, c'est de la fiction. Et le deuxième volet, ce sont des témoignages avec des personnes qui en parlent. Je trouve que l'approche faite par le Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône est assez chouette parce qu'elle n'est pas stigmatisante et en même temps, elle est. Enfin voilà, enfin, voilà, il y a la ressource Kepsmag où vous pouvez trouver plein de choses que ce soit pour vous, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour le grand public, parce que c'est un magazine dont le but est d'être relativement accessible. Vous avez notre chaîne YouTube, Kepsmag, les réseaux sociaux, Instagram et kepsex.fr. C'est vrai que, Et ouais. si je peux me permettre un peu d'ajouter un petit complément, je trouve que euh, le, le fait d'aller chercher le public, il peut être intéressant aussi sur les ponts entre effectivement l'addicto et peut-être le domaine de la santé sexuelle et peut-être se dire aussi quelle communication on peut avoir dans les CGID, dans les lieux où les personnes vont se faire dépister, chez quels médecins généralistes vont délivrer le plus la PrEP et essayer un peu de repérer des lieux dans lesquels le public chemsexeur peut se rendre. Mm. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont effectivement à développer. La question enfin, si j'étais facétieux, c'est pas mon cas. J'ai envie de dire il faut donner une image positive du chemsex. Ça peut être un peu choquant de dire ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Tant qu'on aura une image absolument alarmante et stigmatisante comme on l'a, en fait, on n'aidera pas à pouvoir apporter des solutions efficaces. Mais c'est vrai que c'est tout un travail qui reste encore à faire en grande partie. Et effectivement, sur les campagnes de communication, tous les publics ont un intérêt. Après, il faut avoir des logiques différenciées en fonction de qui on s'adresse. On ne peut pas cibler les mêmes objectifs chez les professionnels de santé que chez le grand public. Mais effectivement, comme dit Romain, l'idée de donner une image positive du chemsex, parce que principalement, il faut dédramatiser pour favoriser à ce que les personnes puissent en parler autour d'elles éventuellement. Et aussi, il faut déstigmatiser grandement, parce que pour l'accès aux soins, on sait que c'est vraiment un vecteur assez fort, quoi. Et ça demande énormément de moyens de pouvoir faire ça sur le grand public. Je pense particulièrement après la tempête médiatique qu'on a eue autour de l'affaire Pierre Palmade, et puis aussi la montée des conservatismes et le repli sur soi, on va dire, récurrent. Enfin, ça paraît être un bon et long combat, sûrement bien laborieux, que de changer la représentation du chemsex dans la population générale. Mais quand bien même, ça reste d'importance. Merci beaucoup. Est-ce que on a encore Pardon, est-ce qu'on a encore des questions? Je crois pas. Donc, je repartage mon écran. On va faire la dernière partie qui est assez rapide. On voudrait vous présenter notre dispositif d'analyse de drogue.
Victor, c'est à toi. Ouais, on va y aller rapidement là-dessus, mais on tenait à vous présenter la logique d'analyse de drogue parce que, bon, comme vous l'avez vu, il y a quand même plein de substances qui sont utilisées. Donc, nous, on propose des permanences d'analyse en direct ou un service d'analyse par voie postale. Donc, on reçoit les usagers directement au sein de nos locaux les jeudis soirs pour préparer son week-end, également les mardis. Le mardi matin, on a un créneau qui est un peu la permanence médico-sociale où il y a aussi des usagers du XAPA et du Carré qui peuvent venir déposer leurs produits. Et on a un créneau 14h-16h qui est un créneau où les gens peuvent passer sans rendez-vous, mais où il n'y a pas la dimension collective. Donc, pour des personnes qui n'aimeraient pas croiser grand monde, éventuellement, on sait qu'on a beaucoup de chemsexeurs qui viennent faire analyser leurs produits sur ces créneaux-là de façon plus favorable. On peut aussi accéder à des services d'analyse à distance potentiellement. Donc, il en existe quelques-uns qui sont cités ici. Donc ça, c'est, de toute façon, on vous laissera la slide, mais du coup, il y a la possibilité de faire de l'analyse directement par voie postale sans passer par la case, on va dire, poussée à la porte d'une structure. Donc ça, bon, concernant les méthodes d'analyse, pas forcément l'intérêt ici, mais du coup, on a des méthodes qui nous permettent d'analyser à la fois la composition, mais aussi la concentration des substances. Donc ça nous permet de savoir précisément quel peut être le contenu des produits. Donc aujourd'hui, on a une capacité analytique qui est assez large, qui nous permet d'identifier la plupart des produits, d'en quantifier une bonne partie qui sont utilisés dans ces contextes-là. Ce qui est à signaler, donc, c'est qu'on a un nombre de structures collectrices partenaires qui sont des XAPA et des CARUD pour la plupart, donc dans la région de PACA. Donc on peut aussi renvoyer les gens, et ça peut être intéressant de la renvoyer vers ces espaces-là, parce que on n'aura pas de CG de conventionné pour le moment. En fait, ça permet d'avoir un entretien qui va être centré sur le produit, sur les pratiques de la personne, sans forcément le fait d'avoir un souci. Donc, c'est vrai que c'est une approche qui est plutôt positive, hein. Donc, la personne elle peut juste essayer de contrôler son usage sans venir sur l'entrée pousser la structure de soins parce qu'elle a un problème, parce qu'il y a une situation de crise. Donc, c'est un peu une entrée qui est plus neutre et qui permet effectivement d'avoir un premier accès à de l'information qui peut être assez poussé sur les pratiques de consommation de la personne, le produit. Et ça peut être un levier assez important pour en fait, créer une première porte d'entrée vers les structures de soins potentiellement pour les publics chemsexeurs. Donc, ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait un focus sur la question de l'analyse, c'est que sur les substances qui sont utilisées dans le contexte chemsex, on a une énorme variabilité des produits. Donc, vous voyez ici la 3-MMC. Donc, en 2023, il y avait moins de un échantillon qui était amené pour être de la 3-MMC sur 5 qui en était réellement. Et du coup, on pouvait se retrouver avec une vingtaine, une trentaine de molécules différentes qui pouvaient être vendues en lieu, en place. Donc, ça a très, très largement bougé entre 2022 que vous avez ici et 2023 que vous avez là, en créant d'autant plus de risques. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des consommateurs de catinone de synthèse en particulier, c'est hyper important d'avoir accès potentiellement à l'analyse ou d'avoir des pratiques de réduction des risques, type tester vraiment d'extrêmement faibles doses sur des nouveaux approvisionnements de produits. Parce que, effectivement, comme on le voyait en début de présentation, il y a des produits très différents qui peuvent se retrouver vendus pour la 3-MMC, qui est le produit un peu majoritairement recherché, et certains qui vont se doser beaucoup plus bas, certains qui vont pas du tout avoir les effets escomptés, voire des effets indésirables beaucoup plus importants que les effets positifs ou les effets recherchés par les personnes. Et particulièrement sur des personnes qui consommeraient par injection, de se retrouver avec un produit qui peut se doser 10 fois moins fort que celui qu'on a l'habitude de prendre, ça entraîne un risque de surdose très important. Après aussi des risques de bad trip ou de crise de panique assez importants quand on a un effet qui n'est pas celui auquel on s'attend après une prise. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter comme sentiment chez une personne qui se retrouve sous l'effet d'un coup d'un produit dont il ne reconnaît pas l'effet. Ça peut être assez violent et entraîner une situation d'autant plus on va dire, traumatique pour la personne. Voilà, sur l'analyse, on ne va pas rentrer trop dans les détails de tout ce listing-là. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site druglab.fr. Éventuellement, si ça vous intéresse de parler d'analyse et de savoir comment éventuellement rattacher ce réseau de collecteurs, vous pouvez aussi nous contacter directement par mail. Je vous propose une dernière session de questions sur le volet analyse, s'il y en a. Vous avez été parfaitement clair, apparemment. Tout est bon. C'est bon. Merci beaucoup Avec pour plaisir. vos interventions. Juste, il y a une main levée, je vois. Ah, Oui, bonjour, j'ai levé la main, je suis infirmier libéral sur Marseille.
Et bon, des fois, j'ai en soin des toxicomanes et je voulais savoir s'il y avait possibilité un jour, si j'avais une dose avec eux, de voir avec eux pour venir l'analyser chez vous. C'est possible ou pas? Bien sûr, ouais. D'accord. Vous pouvez les orienter directement sur le site draglab.fr où ils retrouvent toutes les informations pour accéder éventuellement aux permanences ou d'accéder à des services à distance. Et après, effectivement, nous, le principe, c'est que les usagers peuvent venir directement en permanence faire analyser leurs produits. Il suffit qu'ils emmènent une petite quantité du produit avec eux. Donc, on a besoin de quelque chose qui ressemble à une tête d'épargne, D'accord. genre 10 mg environ, hein. Donc, c'est une dose Vraiment, assez faible à céder pour les usagers en général et ça nous permet effectivement de savoir précisément quel est le contenu du produit, ce qui est assez intéressant particulièrement pour les injecteurs, hein. Ouais, non, parce qu'à une époque, j'en avais un qui angoissait sur ce qu'il prenait et c'est vrai que bon, moi, j'étais limité pour l'accompagner là-dedans, quoi. Il y a un peu une inquiétude ces temps-ci autour de la composition des produits parce qu'effectivement, les gens se sont bien rendus compte qu'ils n'achetaient pas ce qu'on leur vendait et que c'était très variable aussi d'une période à l'autre. Et effectivement, maintenant, il y a quand même assez forte inquiétude pour les consommateurs de catinone qui savent très bien qu'ils ont moins de chances, en tout cas pour ceux qui fréquentent nos salles d'analyse, ils ont moins de chances d'avoir ce qu'ils attendent, ils ont plus de chances d'avoir autre chose. Et des fois, ces autres choses-là sont beaucoup plus risquées, beaucoup moins agréables en termes d'effets. Et effectivement, à part analyser là-dessus, il n'y a pas beaucoup de réponses, autre que celle, comme je vous disais tout à l'heure, de tester des microdoses et d'attendre éventuellement les effets. Et que s'il n'y a pas de reconnaissance d'effet par rapport à ce qu'on attend, de faire plutôt le choix de ne pas consommer, quoi. Ok, merci. Il y a d'autres Est-ce qu'on questions? pourra, est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint? Parce que j'ai loupé le début, donc je ne sais pas si vous l'avez dit. Alors, la vidéo est enregistrée, du coup, elle sera en ligne bientôt. Vous pourrez la revoir si vous voulez. Super, très bien. Et vous pourrez vous adresser au Corévi également, qui aura, à qui je vais donner à disposition évidemment Le support. le support et je mettrai peut-être une slide à la fin pour ajouter les liens de contact. D'accord, très bien. Très bien. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Je vous rappelle que le Corévi organisera bientôt de nouvelles journées autour du chemsex. Alors bientôt, je pense que c'est en octobre, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y aura les dates et les inscriptions bientôt. Il y aura aussi un troisième webinaire qui a pour sujet le chemsex, qui sera également à la rentrée, dans lequel on parlera plus de l'accompagnement, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est quoi la date? Je ne me rappelle plus la date. Bah, moi non plus. Je ne sais pas si Je Stéphane. la communiquerai sur le La site. date, ouais, la date exacte, là, je ne l'ai pas non plus, mais de toute façon, on vous fera un retour à tous ceux qui sont inscrits là, à ce webinaire. On vous enverra par mail le replay de ce webinaire-là. Il y a aussi le premier qui est toujours disponible. Et par la même occasion, on vous informera sur tous les autres événements à suivre, les liens d'inscription et tout ça. Donc, vous aurez tout ça bientôt. Voilà. Merci. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et merci encore pour la modération, Merci à vous. pour le regard et à bientôt. Merci tout le monde. Merci. Bon après-midi. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.